Sur le kit de récepteur FM, il y a 3 étages d'amplification FI. Vous ne savez pas pourquoi? Je vous explique ça dans les prochaines secondes. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Nous voici donc à la 5e vidéo d'assemblage et d'analyse de ce kit de radio FM, kit avant tout créé pour l'apprentissage. Ce récepteur a les fonctions suivantes, donc sur le schéma bloc. On a vu l'ampli RF qui ramassait et amplifiait l'énergie de l'antenne. On a vu l'oscillateur local qui produit un signal à une fréquence 10,7 MHz plus élevé que le signal d'intérêt à recevoir. On a vu le bloc mélangeur qui permet de mélanger notre signal RF et notre signal d'oscillateur local pour produire une fréquence intermédiaire qu'on optimisera à 10,7 MHz. C'est ici qu'on est rendu aujourd'hui dans l'analyse de notre récepteur. Il y a 3 étages sur notre circuit de fréquence intermédiaire et on va passer un peu plus de temps là-dessus dans les prochaines minutes, essayer de comprendre qu'est-ce que ces étages intermédiaires font. Eh bien, avant tout, ils amplifient le signal de fréquence intermédiaire à une fréquence fixe de 10,7 MHz. C'est la construction d'un récepteur super hétérodyne, c'est-à-dire qu'à partir de l'étage de fréquence intermédiaire, on travaille à une fréquence fixe. Il n'y a plus d'ajustement qui est fait. Ce sont des ajustements faits en usine à une fréquence fixe et ça devient donc plus facile de traiter le signal qui nous intéresse pour ensuite en faire la détection, si vous voulez, la discrimination et ensuite amplifier le signal audio pour pouvoir le recevoir. Alors, les fonctions principales des étages intermédiaires sont d'amplifier, bien sûr, le signal avant tout pour obtenir une amplitude suffisamment grande pour que le discriminateur FM fonctionne. Deuxième caractéristique principale des étages, le filtrage, si vous voulez, donc l'élimination des fréquences non désirées, donc fréquence image, je vous expliquais ça dans les vidéos précédentes, et aussi le bruit parce que ce sont des étages amplifiés et des transistors qui amplifient ont une nature d'amplification, pas seulement de notre signal d'intérêt, mais du bruit. Ils génèrent du bruit à large bande et bien, le fait qu'il y a du filtrage, ça va éliminer ce bruit et donc augmenter la qualité du signal reçu. Ça, c'est les 2 fonctions principales des étages de fréquence intermédiaire. Maintenant, creusons un petit peu plus en regardant le schéma lui-même. Voici donc le schéma de notre récepteur radio FM. Vous devez commencer à le connaître, bien sûr. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de la série, vous allez être un petit peu perdu aujourd'hui. Je vous invite à regarder les 4 premières vidéos de la série si ce n'est pas déjà fait. Il y a un lien vers la liste de lecture dans la description ci-dessous. Alors, on a couvert les blocs précédents, l'ampli RF, l'oscillateur local, le mélangeur. On est donc rendu maintenant aux 3 étages d'amplification de fréquence intermédiaire. La section fréquence intermédiaire est composée de 3 blocs, 3 étages, si vous voulez, donc 3 sections. Il y a donc 3 transformateurs et il y a 3 transistors d'amplification. Les 3 étages se ressemblent beaucoup. On peut en analyser un et comprendre que c'est essentiellement la même chose pour les 2 autres, à peu de choses près. La polarisation sur la base de chacun des étages arrive à travers un diviseur résistif, l'alimentation de 6 volts étant prise ici, et donc il y a une tension qui est plus basse puisqu'il y a un diviseur résistif 4,7K versus 18K qui arrive ici en courant continu, passe dans l'enroulement et atteint la base pour polariser la jonction base émetteur, donc courant qui circule ici, à travers la résistance de 470 ohms. Ce sont des étages d'amplification à émetteur commun. Pourquoi? Parce qu'on a un condensateur de découplage ici qui, d'un point de vue de courant alternatif, donc CA, du point de vue du signal lui-même, le signal est court-circuité à la masse directement à travers le condensateur de 100 nanofarad, qui est une extrêmement grosse valeur dans les radiofréquences. Donc, c'est comme si c'était un court-circuit. Par contre, au niveau courant continu pour la polarisation, le condensateur, il n'y a pas d'action. Le courant circule à travers, ici, la résistance de 470 ohms. Ce qui fait donc qu'on a un transistor qui est polarisé, qui a une jonction PN polarisée. Au niveau du courant collecteur-émetteur, tout se produit ici,
à nouveau, le 6 volts descend, est inséré dans l'attache centrale du transformateur, circule ici à travers la bobine, se rend à travers la résistance de 220 ohms pour limiter le courant et modifier l'impédance, passe ici dans le transistor et s'en va directement à la masse. Donc, on a une polarisation typique à émetteur commun qui va produire de l'amplification. OK, cet étage-ci, je le dis tout de suite avant d'oublier, le deuxième des 3 étages, possède une diode, une 1N60, qui est une diode au germanium. Vraisemblablement, cette diode sert à écrêter, ou limiter, si vous voulez, l'amplitude du signal ici. Advenant où il y aurait de trop grandes variations d'amplitude du signal, on reçoit de la FM, normalement, le signal ne devrait pas varier en amplitude, mais ça, c'est dans un monde idéal. Dans un monde réel, il peut y avoir des variations d'amplitude, il peut y avoir des signaux très forts qui arrivent ici. Et l'idée de la diode ici, c'est de limiter l'amplitude du signal qui va passer au 3e étage et qui va éventuellement se rendre au démodulateur. Puisque le démodulateur n'est pas parfait, le discriminateur, ben, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'éliminer les grosses variations d'amplitude puisqu'on est en variation de fréquence ici. C'est de la FM, modulation de fréquence, pas de la modulation d'amplitude. Alors, vraisemblablement, cette diode, je me suis demandé la question pendant un certain temps, mais j'en suis venu à la conclusion que c'est vraiment pour limiter les variations excessives d'amplitude dans l'étage de fréquence intermédiaire. Mais sinon, on a 3 transformateurs. Les transformateurs, en plus d'isoler les étages d'un point de vue courant continu, ils jouent un rôle de filtrage, puisqu'ils peuvent composer avec un condensateur externe un filtre LC, et donc un filtre centré à 10,7 MHz. En plus, le ratio des spires n'est pas égal des deux côtés. En général, dans ce genre de circuit, on voudra une impédance élevée sur la sortie du côté du collecteur et une impédance plus faible sur l'entrée, donc du côté de la base de l'étage suivant. Alors, pour faire cette transformation d'impédance, on aura un rapport de spire, donc vraiment plus faible ici, le nombre de spires, que ce côté-ci, pour atteindre l'objectif de faire une transformation d'impédance pour attaquer l'étage suivant. Notez aussi qu'il n'y a pas de connexion à la masse. C'est une erreur dans le schéma. Absolument. Il n'y a pas de connexion à la masse ici. Je vous l'ai expliqué pourquoi dans la vidéo précédente. S'il y avait une connexion à la masse ici sur la tâche centrale, bien, le courant continu ne pourrait pas se rendre au transistor. Tout ça serait court-circuité à la masse et il n'y aurait pas de polarisation, pas de courant qui circulerait ici. Donc ça, c'est une erreur. C'est peut-être qu'il voulait illustrer que le boîtier du transformateur est mis à la masse, mais en tout cas, c'est certainement pas la tâche centrale, ça c'est sûr. Maintenant, je vous avais mentionné que le premier transformateur dans les 3 étages devait être orange. En fait, il est rouge. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fourni un rouge plutôt qu'un orange. Mais les 2 transformateurs suivants sont identiques, ce sont des bleus. Allons voir un peu à quoi riment ces fameuses couleurs. Chez le fabricant Toco, qui est un des grands fabricants de transformateurs divers, surtout ces fameux transformateurs à base carrée là, pour les fréquences intermédiaires, ben, les modèles les plus courants qu'on voit, c'est le modèle de la série 10K et 10EZ. Alors, si on regarde, c'est vraiment les mêmes dimensions. Ceci dit, les transformateurs dans le kit sont vraisemblablement des copies, ou en tout cas viennent d'un autre fournisseur. Dans la grande majorité de ces transformateurs, l'arrangement numéro 6 est celui qu'on voit le plus souvent. Et c'est ce qu'on a dans notre circuit, d'ailleurs. Un transformateur avec une attache centrale du côté primaire et aucune attache centrale du côté secondaire. Au niveau des rapports de spire, on va voir ça dans le tableau, mais ça, c'est essentiellement l'arrangement qu'on voit le plus souvent. Et quand on regarde les tables qui fournissent les différents modèles disponibles, on en perd presque notre latin, tellement il y a de configurations possibles pour ce genre de transformateur. Il y a des formats, bien sûr, différents aussi, il faut le dire, mais l'offre est assez impressionnante. Et donc, il faut regarder là, les modèles généraux là, pour essayer de comprendre quelque chose. Et les modèles généraux, je vous l'ai mentionné, c'est vraiment les 10K et les 10E, là, ça c'est ce qu'il y a de plus commun. Si vous regardez les différentes applications pour les transformateurs ici à droite, vous voyez que, dépendamment du modèle de transformateur et dépendamment de la couleur qui est indiquée, bien, vous aurez des fonctions typiques qui seront différentes.
Si on regarde dans le 10,7 MHz, ben, il y a une série ici de transformateurs qui sont effectivement prévus pour l'AFM, entre autres ici. Ceux-ci, c'est pour les fréquences intermédiaires, donc à 10,7 MHz. On voit qu'il y a différentes couleurs, rouge, noir, orange, et ainsi de suite. Il y en a d'autres ici, blanc, vert. Alors, ces couleurs correspondent à une identification du modèle, parce que le numéro de modèle est assez long. Eux préfèrent utiliser des couleurs et c'est comme ça qu'on les reconnaît habituellement. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des grandes variations pour les différents modèles en termes de quel condensateur est intégré ou pas. Si le condensateur n'est pas intégré, quelle est l'inductance de l'enroulement primaire. On va aussi nous fournir le nombre de spires du fil entre les différents pôles, 1 et 2, 2 et 3, 3, 4 et 6, et ainsi de suite. C'est les contacts là, sur le transformateur. Donc, on est capable de retrouver, là, par le nombre de spires, on est capable de juger si c'est bon pour l'application qu'on a. Alors, je ne vous dis pas que les couleurs ici correspondent exactement aux couleurs qu'on a vues sur nos transformateurs, puisque malheureusement, d'un fabricant à l'autre, les couleurs peuvent changer. Alors ça, c'est vraiment pas drôle. Il faut vivre avec. Je vous montre les transformateurs Toco, mais je n'ai aucune idée du fabricant des transformateurs qui sont fournis. Il n'y a pas aucune inscription dessus. Alors, c'est certainement pas des Toco. Bon, quoi qu'il en soit, c'était pour vous expliquer les fondements de ces transformateurs, des enroulements, la couleur indique le type de transformateur. Pour nous, c'est difficile de savoir exactement lequel correspond chez Toco, par exemple. Il faudrait mesurer l'inductance, vraisemblablement, et la capacité pour essayer de retrouver un peu de logique dans leur choix de couleurs, là. Je ne ferai pas cet exercice aujourd'hui, mais le principe général, c'est qu'habituellement, l'impédance est plus élevée du côté primaire que du côté secondaire, et il peut y avoir ou pas un condensateur d'intégré. Dans notre cas présent, il n'y a pas de condensateur intégré, on le sait. Tout simplement, ils sont à l'extérieur, ce sont des 47 picofarad. Alors, j'ai parlé du 10,7 MHz, mais quand vous regardez les transformateurs, il y en a pour d'autres fréquences, dépendamment des applications. Il y en a aussi pour le 455 kHz, quand on parle là, de radio AM, là, pour la fréquence intermédiaire. Il y a d'autres fréquences intermédiaires comme 468 aussi, qui existent. Donc, le choix est très grand et il est même possible de s'en faire fabriquer sur mesure en autant que la commande est de plus de 1000 unités. Donc, voyez là, on peut rapidement en perdre son latin lorsqu'on cherche les informations sur ces transformateurs. Alors, on fait un acte de foi ici plutôt que passer trop de temps. On va construire le circuit et on va pouvoir l'ajuster ensuite, vérifier que ça fonctionne bien. Voici donc notre kit post-radio. Alors, la partie fréquence intermédiaire, elle est vraiment ici, en commençant par le noyau rouge que j'ai déjà installé dans la vidéo précédente. Transformateur de noyau rouge, en fait, c'était orange qu'on nous disait, vous savez l'histoire. Et tout va se passer ici. Donc, je vais compléter l'assemblage de tout cela ici. J'ai mes deux transformateurs bleus. Soit dit en passant, regardez à l'intérieur, sous le transformateur, si vous avez accès avant de poser un transformateur, regardez, il y a comme un trou ici, une fente, et ce trou est vide. Et s'il y avait eu un condensateur dans ces transformateurs, il aurait été ici, dans ce trou, et on aurait vu comme un cylindre, ce qui aurait indiqué la présence du condensateur là, pour faire le circuit LC. Dans notre cas présent, aucun de nos transformateurs possédait de condensateur, donc la cavité est vide. Okay? Alors, autre note, il me manquait une diode au germanium, une N60. Là. Je l'ai peut-être perdu en manœuvrant le panneau à gauche, à droite. C'est tout petit, ça peut tomber par terre, on ne l'entendra même pas tomber. Quoi qu'il en soit, il m'en reste deux que je veux garder pour que notre circuit de discriminateur soit symétrique et il y a deux diodes N60. Donc, la troisième, là, pour écrêter ou limiter, j'en prends une de mon stock de pièces. Alors, les condensateurs, résistance, tout ça. Les transistors, c'est bien des S9011 comme le mélangeur précédemment. Alors, je me lance, je fais l'assemblage. Il y a quand même pas mal de pièces à poser cette fois-ci. Alors, j'ai fini l'assemblage. Il a fallu que je fournisse un condensateur de 15 picofarad. Il en manquait un par rapport au stock qu'ils nous ont fourni. Peut-être que c'est moi qui l'ai perdu, je ne le sais pas. Mais il en manquait un en tout cas.
Et l'autre chose, il va me manquer un condensateur de 100 nanofarad ici, puisque je les ai tous utilisés dans le circuit de fréquence intermédiaire. Et donc, est-ce que j'ai perdu aussi un 100 nanofarad ou il en manquait? Possible qu'il en manquait, je vais vous dire, il en utilise beaucoup dans le circuit. Ah oui, l'autre chose, c'est que j'ai mis le premier transformateur du discriminateur simplement pour alimenter le transistor. Si vous vous rappelez, là, ça passe à travers le transformateur. Alors lui ne servira pas, là, point de vue accord ou quoi que ce soit, mais il sert de bobine d'arrêt, de choke, pour fournir l'alimentation au transistor, le 6 volts. Alors j'ai soudé aussi un condensateur de 10 nanofarad ici. Pour récupérer le 10 MHz, je viens le prendre à la sortie du dernier transistor, tout simplement, après la résistance de 220 ohms. Je viens chercher le signal ici. Pourquoi un condensateur? Parce que je ne sais pas si l'analyseur de spectre est capable d'endurer une tension CC sur son entrée. Alors, je mets un condensateur de couplage pour bloquer le courant continu, tout simplement. Je fais comme j'avais fait dans les autres tests, c'est-à-dire que j'utilise mon anneau VNA comme source de signal, tout simplement, à 100 MHz, bien juste, et avec de l'atténuation sur la sortie, ici. Je lui ai mis un 30 décibels d'atténuation, je crois bien. J'envoie ça sur l'entrée antenne du récepteur. Alors là, je devrais être capable de voir le 100 MHz venant du nano VNA. Je devrais être capable de voir ça comme une pointe très haute. J'ai déjà mis le marqueur à 10,7 MHz. Il est juste ici. C'est peut-être pas évident. Il est dans le bruit. Mais vous allez le voir lever. Je vais essayer de trouver le 100 MHz. Lorsque je vais tourner la molette, je devrais être capable d'amener le 100 MHz à 10,7 en tournant, en syntonisant. Et lorsqu'on aura ce signal, on pourra maximiser le signal, tout simplement, à l'aide des noyaux ici, soit de ferrite, soit de poudre de fer, probablement de la poudre de fer. Alors, je m'exécute en déplaçant la syntonisation et on devrait être capable de voir... Ah, voilà, déjà, il n'était pas trop loin. Alors, je continue à syntoniser pour l'amener exactement sur le marqueur. Oh, je suis allé trop loin. Le taux de rafraîchissement de l'analyseur de spectre ne nous rend pas la vie facile ici. OK? Bon, voilà. Je suis au pic maximum. Vous voyez ici, le marqueur 1 donne bien 10,7. Donc, j'ai mon signal à 100 MHz qui apparaît à 10,7 MHz finalement. Et pour vérifier que c'est bien ça, j'éteins le VNA et voilà, le signal est disparu. Je le rallume et le signal réapparaît. Parfait. Là, maintenant, je vais ajuster les noyaux avec un outil ici fait exprès pour cela, pour maximiser le pic, tout simplement. Alors, je vais commencer avec celui-ci à gauche et je vais espérer... oui, on est capable d'aller chercher. Je vais faire l'exercice assez rapidement pour ne pas vous faire perdre du temps non plus. Alors là, ça a tendance à baisser. Je vais revenir. Ici, on va tourner. Ici. Est-ce que je suis capable d'aller chercher un maximum? Oui, ça monte, ça monte. Oh oui, ça monte. Oups, je suis allé trop loin. On va revenir jusqu'à temps que ça retourne sur la ligne du 0, ou à peu près. C'est là que c'était. Voilà. On est à 0 dBm, si vous êtes curieux de savoir, là, donc 1 mW. Et je vais ajuster celui-là aussi pour maximiser le signal. Alors, je vais le faire pour sauver du temps sur la vidéo, puis je vous reviens. Voilà, c'est fait. C'est à peu près 0 dBm. Donc, j'ai maximisé le signal. C'est un peu difficile, comme je vous mentionnais, le taux de rafraîchissement est à peu près d'une fois par seconde, ce qui rend les ajustements un peu difficiles à maximiser. Là. Mais quoi qu'il en soit, c'est correct. Là, on voit que le filtrage fonctionne très bien. Maintenant, on peut aussi maximiser avec ce condensateur ajustable, maximiser le signal. C'est un autre aspect qu'il fallait ajuster ça pour... c'était le filtre d'entrée essentiellement. Mais là, ça a malheureusement changé la fréquence. Ouais, on est pas mal au max là. Ouais, on est pas mal au max. Voilà. Là, on n'a pas essayé la couverture en fréquence ni rien. Là. On va continuer avec l'assemblage.
on sait qu'on est capable de voir le signal de fréquence intermédiaire 10,7 MHz qui correspond au signal de 100 MHz venant du VNA. Alors, comme dernier essai maintenant, que diriez-vous si on essayait d'écouter de la radio avec ce qu'on a jusqu'à maintenant? Comme essai ultime, voici ce que je fais. Je prends la sortie FI, plutôt que de l'envoyer dans l'analyseur de spectre, je l'envoie plutôt dans un récepteur de couverture large. Je l'ai syntonisé à 10,7 MHz. Je suis en mode FM large. Et le signal de sortie, je l'ai quand même envoyé dans un atténuateur. J'ai mis 40 décibels pour ne pas surcharger l'entrée du récepteur parce qu'on avait près de 0 dBm à 1 mW. C'est beaucoup trop fort pour un récepteur. Alors, je l'ai au moins mis à moins 40 et on voit ici à 10,7. Il y a quand même le signal est presque complètement maximisé sur l'indication de la force. Alors, on va faire la discrimination, donc la détection de la modulation, ici, sur ce récepteur. Okay? Et l'amplification, bien sûr, aussi. Et il faut aussi comprendre que je n'ai pas branché la source de 100 MHz ici, le VNA. J'ai plutôt, simplement, laissé le câble coaxial, sert d'antenne présentement, il est branché sur rien. Il est branché sur l'entrée. Et on va écouter ce que ça donne à 10,7 MHz. Je vais syntoniser, puis on devrait être bon pour entendre des stations. On entend bien le bruit de fond. Je vais syntoniser la roulette, la molette. Whatever happened to the fairness and equality? Anybody home? J'ai éteint mon phone. Ton numéro qui danse. Mother and clearly causing distress from the mother. De revenir un peu sur l'utilisation qu'on fait de ces termes-là qui sont assez... Tomorrow we'll give you more details on that from Environment Canada when it becomes available. So just be aware of that for those. Till now. Ah ben, ça semble très bien fonctionner. Donc, notre récepteur semble fonctionnel jusqu'à l'étage FI. Il nous reste maintenant plus qu'à faire la discrimination, donc la détection de la modulation FM avec le circuit suivant, qui sera bien sûr le thème de notre prochaine vidéo. Et on finira avec l'amplificateur audio dans la dernière vidéo. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'il fallait démontrer, le circuit semble fonctionner très bien. Il y a beaucoup de gains, même avec un fil qui traîne ici sur l'établi, pas très long, peut-être 1 mètre. Et en plus, souterrain, ici, on reçoit la FM quand même très bien. Bien sûr, je suis en ville quand même, il faut que je le dise. Là. Alors voilà, on est prêt pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis merci et à la prochaine!